Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre exploration de React Native et on va découvrir plus en profondeur le système d'animation et la gestion des mouvements. Donc pour cette vidéo, on va essayer de reproduire un exemple concret et on va reproduire pour cela le carrousel qui est présent sur l'application mobile d'IMDb. Donc le principe de ce carrousel, c'est d'être capable d'afficher les différents films qui viennent de sortir sous forme de petits carrousels que l'on peut déplacer avec un effet de drag and drop. Et la particularité, c'est que, comme on le voit ici, on a l'image du film qui défile à une vitesse un petit peu différente, ce qui donne cet effet de parallaxe plutôt sympa. Et de la même façon, on a aussi un effet de masquage sur le titre. Donc le principe, ça va être de reproduire cet effet en utilisant donc React Native. Alors nous allons commencer par créer notre application. Donc pour cela, je vais utiliser la commande Create React Native App. Donc c'est ce que l'on avait utilisé dans le précédent tutoriel consacré à React Native. Et on va donner un nom à notre application. On va l'appeler Carousel. Une fois que c'est installé, je me rends dans le dossier de mon projet et je fais un coup de yarn start histoire de démarrer le serveur de développement. Côté téléphone, je vais démarrer Expo, donc je vais aller dans la partie application, Expo, et je vais démarrer sur le port 19000. Donc on va se retrouver avec l'application standard où on a simplement les trois petites lignes de texte. Donc au niveau de cette application, dans notre app.js, on va retrouver nos différents composants et dans le render, on a notre vue avec les trois blocs de texte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais imaginer, alors déjà je vais lui dire oui, je veux utiliser du JSX, mais on va imaginer avoir un nouveau composant qui s'appelle Carousel. Donc on ferait un truc comme ça, Carousel, et on lui passerait les éléments affichés. Donc ici, ça serait des movies. Alors on l'appellerait du coup Movies Carousel, parce que c'est vraiment spécifique à des films, et on lui passerait les différents films. Et pour l'instant, on n'a pas de film à l'intérieur, et on ferme. Voilà, où on peut tout simplement fermer comme ceci. Je vais enlever les trois lignes de texte parce qu'elles ne servent à rien et je vais définir dans mon constructeur un state de départ. Donc je vais faire constructor et on va définir trois films pour tester. Donc on fera this.state égale, ça sera un objet et on aura une clé movies qui contiendra plusieurs films. Au niveau de ces films-là, pour l'instant on va s'imaginer avoir simplement des URL et on prendra trois images de petits chatons rigolos. Et pour que ça fonctionne, il faut, vu qu'on est dans un constructeur d'un composant React, qu'il prenne en paramètre les propriétés et on fera un super de props. Voilà, donc là on a comme ça notre système. Et on peut envoyer ce state à notre carrousel en faisant this.state.movies. Donc là tout de suite on aura une erreur et il va falloir créer ce composant movies carousel. Donc je vais faire un coup de import et on va l'appeler movies carousel. From, et on va s'imaginer avoir un dossier components, et à l'intérieur duquel on aura notre movies carousel. Je vais ensuite créer ce dossier-là, donc je crée le dossier components, et je vais créer à l'intérieur le fichier moviescarousel.js. J'importe React from React, et je vais aussi importer React Native. Import from React Native. Donc ça me permettra d'importer les composants au fur et à mesure que j'en ai besoin. Ensuite, j'exporte par défaut une classe que je vais appeler Movies Carousel, mais le nom n'a pas d'importance et cette classe va étendre de composants React. Donc ça, c'est toujours la même chose. À l'intérieur de cette classe-là, on va définir les propriétés que l'on attend. Donc on fera un statique prop types, P minuscule, faites attention. Et cette propriété statique, elle retournera les différentes clés que l'on attend. Donc nous on attend movies et ça sera de type react.propTypes, alors avec un P majuscule, .array. Et ensuite on peut créer notre fonction render. Donc on est parti, render, ça sera une fonction qui retournera du JSX et on va s'imaginer renvoyer une vue. Donc ça sera view. Donc là il va falloir l'importer tout en haut, à l'intérieur de laquelle on aura nos trois images. Donc j'importe view et j'importe aussi image. Donc au niveau de mes images, je vais avoir besoin de faire une boucle sur les différents films que je reçois. Donc ici, je ferai this.props.movies.map et pour chacun, je vais avoir une fonction qui va retourner du coup du JSX et ça retournera une image. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin de la balise image. Donc ce sera une balise qui s'auto-fermera et ici on prendra en paramètre le film en question.
Donc pour l'instant, le film en question, ce n'est que le chemin vers l'image. Donc au niveau du source, vu que ce n'est pas un chemin relatif à l'application, c'est un chemin absolu, on passera un objet et on mettra en clé URI, la valeur. Donc ici, ça sera movie. Donc je sauvegarde et je vais regarder au niveau de mon application de quoi il en retourne. Et je force le rechargement. Et on me sort une petite erreur, les enfants doivent avoir une propriété key. Donc ça permet à React de pouvoir les différencier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer en paramètre de la fonction map la clé, et je vais utiliser cette clé pour différencier les différents éléments. Donc on mettra key, ça sera k. Du coup, je n'obtiens plus d'erreur à cet endroit-là. En revanche, mes images ne s'affichent pas correctement, donc j'ai besoin de leur préciser une largeur et une hauteur. Je vais mettre quelque chose de plutôt arbitraire, je vais mettre un style avec une largeur donc de 200 et une hauteur de 200 aussi. C'est juste pour l'exemple. Et on va en profiter au niveau de la vue pour mettre un flex à 1, histoire que la vue prenne la totalité de la hauteur. Donc on mettra un style égale flex 2.1. Après, on créera un objet style juste après. Si je regarde au niveau de mon application Android, les images ne s'affichent pas. Alors j'ai eu un petit souci avec justement PlaceKitten. Alors si on revient dans mon app.js, là où j'ai les différentes images, on dirait que ça renvoie pas les bonnes en tête et du coup il n'arrive pas à bien visualiser les images. Donc dans ce cas-là, on va prendre carrément le fichier image original pour pas avoir de problème. Donc on fait un clic droit, copier l'adresse de l'image et on va utiliser directement cette adresse-là. Voilà. Et du coup, si je regarde maintenant mon application, j'ai bien mes trois petites images. Alors je vais redimensionner légèrement mon IDE, histoire de pouvoir voir les deux choses l'une à côté de l'autre et d'avoir les actualisations au fur et à mesure. Donc ces images, moi j'aimerais bien qu'elles soient l'une à côté de l'autre et non pas, là comme c'est le cas ici, empilées. Du coup, je vais avoir besoin de leur donner une dimension qui est la taille de l'écran. Donc je vais créer un constructeur au niveau de cette classe-là, constructor, et on va définir un state pour obtenir la dimension de l'écran. Donc ce constructeur prend en paramètre toujours les props, et il doit faire un super de props. Ça ne changera jamais. Ensuite, on va avoir besoin du composant dimension pour récupérer la dimension, et nous on va simplement récupérer la largeur. Donc on fera let, on récupérera la clé width, égale dimensions.get et on récupère la dimension de la fenêtre. Ensuite, cette largeur-là, on va la définir dans le state en faisant this.state égale un objet et on mettra une clé width qui aura la valeur width. Maintenant, au niveau de mon système, je peux lui demander ici, je veux que chaque image ait pile poil la largeur de l'écran. Et du coup, ça sera this.state.width. Ensuite, pour éviter de me répéter et de commencer à mettre des styles un petit peu partout, je vais carrément créer une méthode au niveau de ma classe. Et cette méthode, on va l'appeler getStyle. Alors pourquoi je crée une méthode et pas simplement une variable qui s'appellerait style et qui serait une constante? Parce que je vais avoir besoin de récupérer la largeur. Donc ça me permettra justement d'éviter d'avoir à mélanger des styles. Du coup, au niveau de mon système, ici, je retourne un objet et on va avoir un nom qui va s'appeler image. Donc au niveau de la largeur, on aura this.state.width et au niveau de la hauteur, on va fixer quelque chose ici et on mettra 300. Voilà. Maintenant, dès que je le souhaite, je peux utiliser ce style-là. Donc au niveau de ma méthode render, je vais faire une constante style et je récupérerai un this.getStyle. Ça m'évitera de l'appeler 200 fois. Et maintenant que j'ai cette constante-là, je peux l'utiliser quand je le souhaite. Donc au niveau de mes images, je vais utiliser un this.getStyle. Et on va enlever la sidebar parce que là, elle nous masque les choses. Et ici, je me suis trompé, c'est pas justement, et j'ai mis style.image. Voilà, là, ça va être bon. Donc j'ai maintenant mes trois images qui sont empilées convenablement. Mais moi, je n'ai pas envie qu'elles soient empilées, je veux qu'elles soient l'une à côté de l'autre et qu'en fait, on ait notre vue qui prenne plusieurs fois la largeur. Et la largeur, globalement, ça sera équivalent à 3 fois la taille de l'écran, vu qu'on a ici 3 slides. Donc je vais créer une nouvelle propriété au niveau de notre CSS qu'on va appeler slider. Et cette propriété, on va l'appliquer à notre style. Donc ici, on va lui dire plutôt que de mettre un flex à 1, je veux que tu prennes le style slider. Donc au niveau de ce style-là, on va avoir un flex direction qui sera égal à row pour avoir les éléments qui vont s'aligner horizontalement. Ensuite, on va avoir un flex à 1
quoique maintenant du coup c'est même plus nécessaire. On va avoir une hauteur de 300 parce qu'on voudra prendre la même hauteur que la taille de l'image. Et la largeur, et c'est là où c'est important, on prendra un vis.props.movies.length, c'est la taille du tableau de film, multiplié par la largeur de l'écran. Ça sera vis.state.width. Si je fais ça, j'ai maintenant mon carrousel qui est au milieu de l'écran. C'est tout simplement dû au fait que dans mon app.js, j'ai le Justify Content à Center, il me semble. Ou non, je crois que c'est le Align Items qui pilote ça, donc je vais le retirer. Et hop, j'ai maintenant mon système où je vois un seul chat. Ce que j'ai envie de faire, c'est être capable maintenant de faire un glisser-déposer et de pouvoir bouger cette vue-là. Et ça va être l'occasion du coup de découvrir le système d'événements de React Native. Donc pour écouter les mouvements sur une vue, on a plusieurs possibilités. Donc si vous regardez au niveau de la documentation de React Native, donc là, hop, elle est ici, on va chercher React Native. Vous allez dans la documentation et vous cherchez gesture et on vous explique un petit peu le système. Donc globalement, sur une vue, vous avez ces différentes propriétés qui vous permettent d'écouter lorsque par exemple on clique sur une vue, lorsqu'on déplace sur une vue et différents événements. Et si on le souhaite, on a un outil un petit peu plus avancé qui est le Pan Responder, qui lui va vous permettre d'analyser des mouvements un petit peu plus complexes tels que des déplacements. Et c'est exactement ce que l'on veut faire ici. Alors, je vous montre en dessous un petit exemple. Donc, lorsque l'on utilise la méthode component_will_mount, donc avant que le composant soit rendu, il crée un responder et ce responder, il a tout un tas de propriétés que l'on va voir ensemble. Ensuite, il applique directement ce responder au niveau de la vue. Donc, plutôt que de manuellement binder les différentes propriétés, il dit, bon, ben, bind toutes ces propriétés-là au niveau de ma vue. Ça va être un petit peu plus rapide à écrire. Alors, pour comprendre l'utilité de toutes ces méthodes-là, il faut revenir un petit peu en arrière sur la gesture event et vous avez en fait l'explication pour chacune de ces méthodes-là. Sachant que là, elle s'appelle onStartShouldSetResponder. Et dans le cas d'un pan responder, ça s'appellera onStartShouldSetPanResponder. Alors, ça fait beaucoup de choses à avaler, vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble. Alors, on est parti. Donc, on utilise la méthode component_will_mount, comme sur la documentation. À l'intérieur, on va créer un pan responder. Donc, on va faire un vis.panResponder égale panResponder. Donc, on a besoin de le charger depuis React Native. Donc, ce sera panResponder. Voilà. .create. Et on lui passe tout un tas de propriétés. Alors, d'abord, on a le onStartShouldSetPanResponder. Alors, habituez-vous, le nom des méthodes sont un petit peu lents. Donc ça, c'est une fonction qui prend en paramètre un événement et le gestureState, qui décrit l'état de notre mouvement. Cette méthode doit retourner true si notre élément doit prendre le relais. C'est-à-dire que par exemple on a cliqué sur quelque chose, il ne faut pas que le clic soit balancé au parent. C'est maintenant lui qui va répondre à ce clic et qui va effectuer quelque chose. Nous dans notre cas c'est vraiment un déplacement que l'on veut capturer, donc ici on se contentera de retourner false. Ensuite on utilise la méthode onShouldSetPanResponder_capture. Donc ça c'est un petit peu la même chose, mais globalement ça permet d'empêcher les enfants de recevoir le système. Lorsque vous allez devenir un respondeur, vous pouvez avoir des enfants qui eux aussi deviennent respondeurs. Et dans ce cas-là, React Native va dire c'est l'enfant le plus bas qui devient le responsable de l'événement. Si vous souhaitez bloquer même les enfants, dans ce cas-là, il faudra retourner true. Bon, nous dans notre cas, on ne veut pas écouter les starts, on veut vraiment écouter les déplacements. Donc dans ces deux méthodes-là, on retournera false. Donc c'est maintenant que la première méthode intéressante arrive, c'est onMoveShouldSetPanResponder. Donc c'est un petit peu la même chose, mais là c'est lors d'un déplacement. Lors d'un déplacement, vous allez pouvoir lui dire, est-ce que je dois devenir la personne responsable de l'écoute de ce mouvement-là? Donc là, dans ce cas-là, on va pas simplement retourner true ou false, on va effectuer un petit peu de calcul. Donc pour l'instant, on va faire quelque chose de plutôt simple, on va faire un console.log, on va prendre notre événement, gestureState, et récupérer dx. dx, c'est l'écart en x du mouvement, c'est-à-dire de combien de pixels le doigt s'est déplacé. Alors ça va avoir une importance juste un petit peu plus tard. Et ensuite, on se contente ici de retourner false pour le moment.
Ensuite, ce pan responder que j'ai ici, je peux l'utiliser au niveau de ma vue. Donc sur ma vue, je vais lui dire, bon, en plus des propriétés classiques, je veux que tu utilises les propriétés de pan responder. Donc ici, ça sera this.panResponder. Et vu que vous êtes sur un pan responder, il faudra récupérer la propriété panHandlers. Cette propriété contient toutes les méthodes qui vont être injectées aux propriétés de la vue. C'est ce qui globalement permet en fait de faire la liaison entre le pan responder et le gesture event de base. Donc si maintenant j'essaie de ouvrir mon téléphone Android et que j'essaie de déplacer ma souris, hop, vous le voyez au niveau de mon terminal, je vais me retrouver avec différentes valeurs de x et de y. Donc l'idée c'est de détecter que par exemple lorsqu'on se déplace de plus de 10 pixels, dans ce cas-là on doit devenir le respondeur. Ça va être utile surtout dans un cas précis, c'est si jamais on a cet élément qui est dans une scroll view. On va faire un essai tout de suite et vous allez voir de quoi il en retourne. Donc au niveau de mon système, je vais changer ma view et je vais plutôt utiliser une scroll view. Donc je vais remonter tout en haut et je vais utiliser ici scroll view. Et je vais garder quand même ma vue, j'y réfléchis. Ouais, on va enlever, on va pas utiliser la scroll view ici, on va plutôt la mettre dans le app.js, c'est plus logique. Donc ici on va créer une scroll view. Au niveau de cet élément-là, j'utilise non plus maintenant une view, mais une scroll view. Je vais en profiter aussi pour charger la partie texte, donc ça c'est déjà fait. Et je vais mettre en dessous de notre carrousel du texte. Donc au niveau de ce texte, je vais mettre « Salut les gens ». Et je vais faire une petite astuce, c'est que je vais mettre un joli font size bien énorme. Donc on est parti, on met un font size de 70 pixels. Et ensuite, on va mettre une couleur en rouge, comme l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. L'idée, c'est que en mettant ces différents styles de texte, on va forcer notre système à être scrollable. Alors mon application ne se relance pas, alors je vais la quitter. Hop. Non, pas comme ça. Alors j'ai pas trouvé le raccourci sur l'émulateur, ils disent appuyer sur CTRL R pour réactualiser, mais j'ai beau essayer, ça marche pas du tout. Et il me sort une petite erreur. Hop. Oui, c'est sur le container style, on doit avoir le style du container, mais en même temps, je me dis qu'on s'en fiche complètement, donc on va essayer de supprimer carrément ça. Et on a maintenant notre scroll view. Le souci, c'est que si j'essaie de scroller et de bouger en même temps, il faudrait que le carrousel se déclenche et bloque en fait la scroll view. Et c'est là que c'est intéressant. Parce qu'on va pouvoir lui dire, par exemple, si le déplacement est supérieur à une valeur un peu arbitraire, on va choisir 7 pixels ici. Donc si le mat.apps, donc la valeur absolue de dx, parce que ça peut être négatif, est supérieur plutôt à 7, dans ce cas-là, on retournera true, et dans le cas contraire, on retournera false. Donc là, on peut se contenter de faire un return directement de ça. Du coup, notre système deviendra le répondeur si on a un déplacement en x qui est supérieur à 7. Si je me déplace un peu ici et que j'essaie de scroller, vous voyez que ça ne scrolle pas. Si je scrolle directement, ça scrolle. Donc ça permet en fait de bloquer le système. Alors de la même manière, on va mettre un on move capture. Ouais, je suis désolé, en anglais je m'y mélange les pinceaux. Et là de la même façon, ça prendra l'événement et le gesture state. Et globalement, nous on retournera true systématiquement. Dès qu'il y a un déplacement à l'intérieur de ce carrousel, on ne veut pas qu'il descende aux enfants pour vérifier s'il y a un autre répondeur. Le carrousel, c'est notre nœud le plus profond, donc on retournera true systématiquement à cet endroit-là. Alors, hop, j'ai oublié une petite virgule ici. Alors, je vais relativement lentement ici parce que ces éléments-là, toutes ces méthodes-là sont assez compliquées. Elles ont tout un sens très très important. Il ne faut pas merder avec, sinon vous allez avoir des comportements un petit peu bizarres. Alors, ensuite, on a le onResponder. Alors là, ça sera onPanResponder termination request. Alors globalement, c'est que lorsque vous faites un mouvement et que vous scrollez, vous pouvez par exemple passer sur une autre vue qui essaierait de prendre le relais. Et dans ce cas-là, il utilisera cette méthode onPanResponder termination request pour déterminer s'il doit stopper notre événement. Nous, dans notre cas, une fois qu'on a commencé à se déplacer avec notre système, on ne veut pas lâcher le contrôle. Donc on retournera false quoi qu'il arrive. Ensuite, on a une autre méthode qui s'appelle onPanResponder move, et c'est là la méthode principale qui va être utilisée au niveau de notre animation. Donc pour l'instant, on prendra en paramètre l'événement et le gesture state, et on se contentera de faire un coup de console.log
hop, je bouge. Ensuite, on a l'événement onPanResponderRelease qui, comme son nom l'indique, va vous indiquer lorsque le doigt a arrêté de faire le mouvement. Donc pareil, là on mettra console.log, je lâche. On a ensuite le onPanResponder, hop là, onPanResponderTerminate. Donc ça c'est en liaison avec le termination request, c'est que lorsque un autre événement va prendre le relais, on a cet événement qui est lancé plutôt que d'avoir l'événement onRelease. Donc nous dans notre cas, vu qu'on a prévu qu'aucun événement rentre en collision, on pourrait ne rien faire à cet endroit-là. Mais ça peut arriver par exemple s'il y a un panneau de notif qui arrive depuis le système d'exploitation, ça peut entraîner entre guillemets un termination request forcé. Donc là, on mettra un console log, mais il n'y a pas moyen de le tester facilement avec l'émulateur. Donc là, on mettra un terminate. Et enfin, on a un dernier événement. Alors là, c'est seulement pour Android. C'est onShouldBlockNativeResponder. Et là, on doit retourner true par défaut. Et ça permet en fait de bloquer les événements natifs, enfin les composants natifs, pour éviter qu'ils deviennent le responder. Voilà. Donc en faisant un petit peu tout ça, on a déjà une bonne structure pour commencer. Du coup, si je ressors mon terminal, hop, et que j'essaie de bouger, on voit que je bouge, et dès que je lâche, ça me dit je lâche. Impeccable. Et ça bloque bien la scroll view. Si j'essaie de scroller, ça scrolle bien, et même si j'essaie de commencer le mouvement depuis ma petite photo de chat. Et d'ailleurs, on le voit, hop, il y a eu un petit terminate au passage sur une des méthodes, donc ça peut arriver, donc il faut bien faire attention à ça. Du coup, maintenant, ce que l'on veut, c'est refléter ce déplacement au niveau de mon élément. Donc la méthode naïve serait de se dire, au niveau du state, je vais définir une position left et mettre à jour cette position left lorsque je déplace. Alors, c'est pas forcément idéal pour plusieurs raisons. Bon, déjà, ça va être un petit peu compliqué à mettre en place. Et ensuite, c'est pas forcément le plus performant au niveau du système. Parce que ça veut dire que dès que l'on fait un déplacement, on change le state. Et vu qu'on change le state, il réutilise la méthode render. Donc vous l'imaginez, en termes de performance, ça va être horrible. Le JS va complètement bloquer notre système et l'animation ne va pas se dérouler correctement. Donc la solution, c'est d'utiliser une animation. Donc les animations, on l'a vu dans un chapitre précédent, permettent de dérouler une animation avec la fonction de timing, mais peuvent être aussi utilisées en liaison avec les mouvements. Donc au niveau de mon state, je vais rajouter un nouvel élément qu'on va appeler translate. Et ça sera une new animated value. Donc je charge animated dans les composants de React Native. Et ensuite, je lui dis new animated.value et la valeur commencera à 0. Ensuite, lorsque l'on a fini de déplacer mon élément, donc c'est lorsque je lâche, pour l'instant, je ferai une fausse animation. Donc je prendrai le vis.props.translate. Et ça, je vais l'animer en utilisant animated.timing. Je lui passe en premier paramètre donc mon animation et je lui passe en second paramètre vers quoi je veux l'animer. Donc ici, ça sera toValue et ça sera une fois la largeur de l'écran vis.state.value .width. Et vu qu'on veut un déplacement vers la gauche, on multipliera ça par -1 histoire d'avoir un nombre négatif. Donc là, j'ai fait ma petite animation et je lui applique une durée de 3 millisecondes. De 300 millisecondes plutôt. Maintenant, cette animation, je veux qu'elle soit reflétée au niveau de mon système. Donc, si je descends un petit peu plus bas, au niveau de ma vue, je vais lui demander au niveau des styles à appliquer, je vais appliquer une transformation. Donc, j'utiliserai pour cela la propriété left et je vais utiliser la valeur animée. Donc ici, au niveau du slider, je vais mettre left de point vis.state.translate. Alors pour que ça fonctionne, il faut évidemment que je me retrouve non pas avec une vue ici, mais avec une animated view. Dans ce cas-là, elle acceptera une animation au niveau de sa propriété left et fera convenablement l'animation. Et si maintenant je glisse et je dépose, alors je vois qu'il ne se passe rien, alors c'est au niveau de mon timing ici, si je ne le démarre pas, on ne va pas aller loin évidemment, Voilà, donc je sauvegarde, je déplace et je lâche. Et il me sort une petite erreur parce qu'il me dit que undefined is not an object parce que translate n'est pas sur props mais sur state. Autant pour moi, désolé. Donc maintenant, je vois que j'ai mon effet d'animation dès que je fais le système.
Là, c'est juste pour tester l'animation de base. Nous, évidemment, ce que l'on veut faire, c'est qu'on veut quelque chose qui suive le curseur de la souris. Donc, idéalement, il faudrait être capable au niveau de mon animation, et on pourrait le faire de manière manuelle, hein, c'est-à-dire on enlève un petit peu tout ça, voilà, on laisse les console.log. Lorsque tu te déplaces, ben, je pourrais lui dire, je vais prendre le state, je prends le translate, et je fais un set value, et je vais manuellement lui mettre une valeur. Et la valeur de déplacement, ça sera le gestureState.dx. Comme ça, en fait, je peux déplacer mon élément en fonction de ce qui a été fait. Si maintenant j'essaie de bouger, je vois bien que j'ai ce déplacement-là. Donc on peut le faire manuellement, mais il y a une méthode pour le faire de manière automatique. Dans ce cas-là, on utilisera la méthode animated.event. On lui passe un tableau. La première clé, ça sera l'événement natif. Nous, ici, on lui envoie nul parce qu'on ne veut pas lier un événement natif. De toute façon, c'est un pan responder, donc on ne peut pas le faire. Et on va lui dire, je veux que tu mappes la propriété dx de mon événement à l'animation this.state.translate. Voilà, ça revient exactement à faire ce que l'on a fait. Et ce que je peux faire aussi, tant qu'on y est, c'est lui dire ici, à la fin de l'animation, je veux que tu reviennes à la position initiale, en faisant un animated.timing. Je lui dis, je lui passe en premier paramètre l'animation, this.state.translate, et je lui passe en second paramètre la valeur vers laquelle je veux aller. Ici, ça sera 0, et la durée, ça sera 300 millisecondes. Et ce que l'on peut faire pour améliorer les performances, c'est utiliser le useNativeDriver. Dans ce cas-là, si vous mettez ça à true, ça veut dire que React Native va prendre l'animation et la déclencher entièrement en natif. Il ne va pas réinterpréter les valeurs et faire les changements au niveau de la passerelle avec le JavaScript. Donc ça permet d'avoir une animation qui se déroule de manière un petit peu plus fluide. On peut le faire avec le système de timing, mais on ne peut pas le faire avec le système d'événements parce qu'il a besoin de cette communication. Donc malheureusement, ça rend les animations un petit peu plus lentes pour le moment, mais il n'y a pas forcément de solution avec le pan responder à l'heure actuelle. Et cette animation, je la démarre. Donc j'utilise la méthode start. Et dans ce cas-là, vous voyez qu'on obtient une petite erreur où on nous dit on ne peut pas animer cette position left avec le support natif. Alors dans ce cas-là, si vous voulez faire une animation native, il ne faut pas utiliser, comme je l'ai écrit ici, la position left, mais les transformations. Donc on fera un transform. Et ça sera un tableau qui contiendra différentes transformations et on utilisera un translatex. Ici, c'est un tableau. En clé, c'est le nom de l'animation. Je réfléchis comment on peut mettre ça. Oui, translatex. Et ici, le translatex, ça sera cette propriété-là. Voilà, donc je re-sauvegarde. Et j'ai quasiment fini. À cet endroit-là, cette méthode-là renvoie une fonction. Donc si je veux l'utiliser, il faudrait que je l'appelle en lui passant l'événement et le gestureState. Ou ce que je peux faire pour me simplifier la vie, c'est directement l'utiliser comme paramètre. Et voilà, comme par magie maintenant, dès que je me déplace, je vois bien que ça suit mon curseur de souris. Si je lâche la souris, ça revient en position initiale. Et à partir de là, on a quasiment fini en fait notre système de carrousel, ou en tout cas la base. Il nous suffit de gérer. Si jamais on s'est déplacé d'une certaine distance, on va lui dire il faut que tu passes à la page suivante. Si tu t'es déplacé d'une trop faible distance, je veux que tu reviennes à la position initiale. Donc plutôt que de mettre tout notre code ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se créer une méthode. Donc on va la mettre un petit peu en bas. On va l'appeler endGesture. Ça sera une fonction qui prendra en paramètre l'événement et qui prendra en paramètre le gestureState. Du coup, à cet endroit-là, je peux utiliser cette méthode-là en mettant ici, je vais garder ça en mémoire, en mettant this.gestureState et en lui passant l'événement et le gestureState. Alors c'est un petit peu long, donc ce que l'on peut faire, c'est écrire comme ça, this.endGesture, et c'est tout. Il prendra automatiquement les paramètres. Le petit souci que l'on a si on fait ça, c'est que this ne fera plus référence à la classe, c'est toujours le problème avec le JS, mais fera référence à l'événement. Donc deux solutions, soit vous écrivez ça et vous lui passez tous les paramètres, soit vous utilisez la méthode bind. Et moi, c'est la méthode que je préfère et je vais lui binder this. Voilà, comme ça, ici, this fera bien référence à notre composant React.js. Ici, je peux donc lui dire, si le mouvement est supérieur à, on va dire, 20% de la taille de l'écran, ça me paraît plutôt pas mal. Donc on fera un mat.apps. La valeur absolue du déplacement, ce sera gestureState.dx.
que l'on divisera par la taille de l'écran, this.state.width. Et ça, si c'est supérieur à 0,2, c'est-à-dire 20% de l'écran, dans ce cas-là, on passera à la page suivante. Dans le cas contraire, on lancera l'animation, donc on fera un animated.timing, on lui passera le translate et on revient à 0. Dans le cas contraire, ben, il va falloir soit aller vers la gauche, c'est-à-dire soit aller vers this.state.width multiplié par -1, soit aller vers la droite. Donc si je fais ça et que je me déplace et que je lâche, je vois bien que j'ai mon animation. Alors le souci, ça va être de déterminer la valeur et pour éviter de se répéter, ben, ce que l'on va faire, c'est que ça, on va l'enlever. Pouf, on va le mettre à cet endroit-là. Et on va se contenter ici de déterminer vers quelle valeur on doit aller. Donc on va créer une nouvelle constante toValue qui aura la valeur 0. Ici, on va lui dire, si jamais ça, c'est négatif, ça veut dire qu'on a fait un déplacement vers la gauche, donc gesture state.dx. Ben, dans ce cas-là, on doit déplacer tout notre carrousel vers la gauche. Ça veut dire que toValue est égal à this.state.width multiplié par -1. Dans le cas contraire, toValue sera égal à this.state.width, tout simplement. Ensuite, l'avantage, c'est que je peux utiliser cette valeur toValue à cet endroit-là, hop, pour déterminer et dérouler mon animation automatiquement. Je n'ai plus besoin du coup du else à cet endroit-là. J'écris n'importe quoi. Voilà, voilà. Et le toValue que l'on passe ici. Histoire de faire la différence, je vais prendre d'autres photos de chats. Donc je vais, hop, ici dans mon app.js, on va prendre celui-là et celui-là, impeccable. Comme ça, ça va nous donner des chats un petit peu différents et ça sera l'occasion de tester les choses. Donc le souci, c'est que dès que je redémarre, il repart à 0. Forcément, parce qu'on lui a demandé d'avoir un toValue qui commence à 0 et ensuite il se déplace. Donc ça me donne un effet pas forcément cool, je repars à 0. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est que notre système détecte la page vers laquelle on est. Et on va un petit peu tricher, entre guillemets. Pour modifier la position de notre carrousel, il nous suffit carrément de bouger toute cette animated view. Si on la déplace un petit peu vers la gauche, on donnera cette impression justement qu'on s'est déplacé d'une page. Donc il me faut un nouvel élément dans mon state qui retienne la page sur laquelle on est. Donc on va l'appeler page, et la page par défaut, ça sera 0. Ensuite, lorsque l'on se déplace, ici, il faudra déterminer si je passe à la page suivante ou à la page précédente. Et ça, on va le lancer à la fin de l'animation. Donc la fin de l'animation peut être détectée dans ce callback ici. Donc ici, on va utiliser une méthode et on va lui dire, si toValue est inférieur à 0, strictement inférieur à 0, ça veut dire que l'on s'est déplacé vers la gauche. Et ça veut dire que globalement, on va aller à la page suivante. Donc on fera un this.setState, ou même on utilisera une méthode nextPage. Sinon, si toValue est strictement supérieur à 0, parce que sinon ça veut dire qu'on n'a pas bougé, dans ce cas-là, il ne faut rien faire, on fera un this.prefPage. Ces deux méthodes n'existent pas, je vais aller les créer. Donc nextPage permet d'aller à la page suivante. Donc ça fera un this.setState. Ça prendra la page et ça fera this.state.page plus 1. Et ensuite, prefPage, ça fera la même chose, mais vous le devinez, en sens inverse. On gérera plus tard les cas où on dépasse le nombre d'éléments. Donc là, ça sera this.state-1. Enfin, au niveau de mon slider, je vais décaler la position à gauche en utilisant le nombre de pages. Donc si on a la page 0, ça veut dire que je dois décaler de 0. Si on est la page 1, je dois décaler de moins une fois la largeur. Donc ici, ça sera this.state.page multiplié par -1 multiplié par this.props this.state.width. Si je suis à la page 1, ça décalera d'un cran, impeccable. Non, ça devrait fonctionner. Donc je sauvegarde, ça réactualise, je me déplace vers la gauche et à la fin de l'animation, je vois bien que j'ai mon petit déplacement. Le souci, c'est que je suis sur le chat qui a une tronche vraiment bizarre. Alors, hop, je vais juste masquer ça parce que ça a l'air de clignoter en dessous. Je suis sur ce chat vraiment bizarre parce qu'il faut aussi reset l'animation. Donc, lorsque tu as fini ce système-là, il faut que tu remettes l'animation à 0. Donc, on fait un this.state.translate et sur cette animation, on repasse la valeur à 0. Voilà, histoire que notre chat dérangeant, il ne soit pas toujours affiché.
Donc si maintenant je déplace, hop, je vois bien que j'ai cet effet. Par contre, si je vais au bout, ben, vous le devinez, il va y avoir un petit problème. Hop, je vais arriver à un espace blanc. Donc à cet endroit-là, dans la fonction nextPage et prevPage, il va falloir que je gère les cas. Donc dans la fonction prev, on va stocker temporairement la page en faisant letPage égale ce truc-là. Si page est inférieure à 0, dans ce cas-là, il faudra revenir au début en mettant page égale this.state.movies. Alors non, c'était props, parce qu'on le recevait dans les propriétés, movies.length, et vu que les tableaux commencent à 0, il faut enlever 1. Donc globalement, si on arrive à la page -1, ça équivaut à arriver à la page 2, vu qu'on a 3 éléments, 0, 1, 2. Et ensuite, au niveau du setState, je passe directement la page. Ça me permet de simplifier un petit peu les choses au passage. Dans le cas du nextPage, c'est la même chose. On fait un this.state.page plus 1. Et on va lui dire que si la page est supérieure ou égale à this.props.movies.length, dans ce cas-là, ça veut dire que l'on a un problème. Et dans ce cas-là, on redéfinit la page à 0. Et ensuite, on fait un this.setState et on définit la page. Ça va nous permettre de revenir en arrière. Si j'essaie maintenant de scroller, je vois bien que cette page s'affiche, celle-là aussi. Si je reviens en arrière, pouf, je reviens bien sur la première. Par contre, l'utilisateur voit qu'il n'y a rien au bout. Donc pour tricher un petit peu, la solution serait de rajouter une image avant et après. Donc là, au niveau du système d'image, je vais lui dire, je veux que tu rajoutes l'image qui se trouve au début. Donc ici, la clé, on lui donnerait... on n'a pas besoin de lui donner une clé vu qu'on n'est pas dans la boucle. La source, ça serait le this.props.movies0. Ce serait la dernière image. Et le style, ça serait le style de l'image. Impeccable. Si je fais ça, je vais voir que maintenant j'ai cette image-là. Et à la fin, c'est bizarre, je ne vois pas la bonne image. Effectivement, parce que vu que j'ai rajouté une image, au niveau de mon système de slider, la largeur n'est plus égale à la taille du nombre de films, mais à la taille du nombre de films plus 1. Je refais ça, donc ça recharge mon application, et maintenant si je me déplace encore et encore, à la fin je vois bien mon premier chat. Et ça donne cette impression qu'on a un carrousel infini. Il faut que je fasse la même chose en sens inverse. Donc ici, je lui passerai l'URL, ça sera this.props.movies, de la taille des films, -1. On fera un petit peu mieux juste après. Hein. Là, c'est encore une fois... Pour l'instant, on pose la base et après, on verra les choses. Du coup, ici, il faut que je rajoute 2 à la largeur. Et en plus, il faut qu'au niveau de mon système, à cet endroit-là, je retire 1 au nombre de pages pour décaler par défaut la page de 1. Donc ici, on retirera -1. Et non, plutôt, on rajoutera 1. Donc si je suis sur la page 0 normalement, ben, je vais faire croire à mon système que je suis sur la page 1. Donc si je sauvegarde, ça me donne toujours ce chat au début. Et si je me déplace comme ça fonctionne correctement. Hop. Et par contre, il y a un petit souci, on le voit, c'est qu'il m'empêche de me déplacer comme ça. Et effectivement, ici, c'était si le déplacement se fait par la gauche, donc ça veut dire inférieur à 0. Dans ce cas-là, on déplace vers la gauche et tout le reste s'ensuit. Voilà. Si je fais ça, hop, ça me permet bien de scroller dans ce sens-là. Et si je vais dans l'autre sens, je scrolle comme ça. Donc pour le coup, vous le voyez, le système d'événements de React Native est plutôt simple. Et avec le système de composants, on peut facilement construire une animation. Le principal truc qui est compliqué, c'est toute cette partie-là. Donc maintenant, c'est bien sympa, mais moi, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu plus complexe. On l'avait vu, je veux avoir un poster et des trucs en plus. Alors au niveau de mon précédent exemple, dans les composants, j'ai créé un dossier Movies. Alors je vais vous montrer de quoi il en retourne. On va juste se placer, c'était dans Carousel. Voilà, dans Components, je vais copier ce dossier Movies. Alors, de quoi il en retourne? J'ai tout simplement créé plusieurs dossiers, un par film, et à l'intérieur, j'ai un poster qui reprend l'image du film, voilà, le poster, et un screen.jpg qui prend une capture. Et j'ai ça pour 3 films. Et j'ai un fichier index.js qui contient simplement un tableau où il y a le nom du film, l'écran et le poster. Et ça pour mes 3 films. Donc au niveau de mon app.js, je vais changer légèrement Movies et je vais lui dire qu'il doit require le fichier qui se trouve dans Components et ensuite qui s'appelle Movies. Hop, Movies, et il ira automatiquement charger le index.js. Et il ne va pas forcément aimer ça parce que j'ai de nouvelles images qui sont apparues et tout, donc je redémarre Yarn.
Et pendant qu'il est en train de démarrer, je vais devoir aussi changer quelques petites choses. Au niveau de mon système donc, de carrousel, à l'endroit où je mettais les images des films ici, ça ne sera plus URI égale movie, mais ça sera movie.screen. Alors pour éviter de m'embêter à le changer à plein d'endroits, je vais me créer une méthode qui va s'appeler renderMovie, qui va permettre de rendre individuellement chaque slide. Donc ici, ça return, et on va réfléchir de quoi on a besoin. On a besoin d'une clé K, et on a besoin du film. Et c'est tout. Donc dans ce cas-là, je prendrai en paramètre le film et la clé. Et ensuite, je vais copier ça. Et l'avantage, c'est que c'est la même signature que le map à cet endroit-là. Donc ici, je vais mapper en utilisant this.renderMovie. Et vu que je veux que le this fasse toujours référence à la bonne chose, je vais lui demander de binder this. Voilà, petit raccourci qui nous fait gagner un peu de temps. Alors à cet endroit-là en dessous, on fera un this.renderMovie. On lui passera le film, donc ça sera this.props.movies 0. Et l'index, ça sera this.props.movies.length. Ça a peu d'importance dans tous les cas ici. Et j'utilise la même méthode pour le premier, sauf que le film en question, ça sera la taille du film -1. Et l'index, ça sera -1. Ça me semble plutôt pas mal, hein. Je vais sauvegarder, j'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs. Je recharge. Et il me dit ici qu'il ne trouve pas la constante style. Effectivement, elle est disponible dans le render, mais pas dans le render movie. Donc je la redéfinis à cet endroit-là. Il continue à me sortir une erreur. Si je regarde au niveau de mon terminal, on me dit Failed prop type invalid prop movies. Il s'attend à avoir un tableau, mais il a un objet. Pourquoi? Là, je fais bien require et là, j'exporte bien par défaut un tableau. Donc, pour voir un petit peu de quoi il en retourne, on va faire un coup de console.log this.state.movies. Et j'ai effectivement un petit problème. On me voit que j'ai une clé default qui contient ça. Alors ça, c'est juste dû à l'import. On va l'importer tout en haut. Import movies from components movies. Autant pour moi, je me mélange l'import Node.js et l'import truc, donc on va pas aller loin. Et au niveau du state, je me contente de définir movies comme ça. Ouais, allez, quoique. Parce que je sais que plus tard, j'aurai besoin de définir d'autres choses. Donc pour l'instant, on va faire ça. Movies égale movies. Voilà. Donc il devrait beaucoup moins râler. Et c'est quasiment bon. Hop, on n'a plus besoin ici du URI, mais on peut lui passer simplement le movie, vu que l'on fait des require, et ça sera movie.screen, parce qu'on lui passe l'image du film en question. Et là, je me retrouve donc avec mes 3 images. Donc c'est Rio, Alien et les Goonies. Moi, j'ai choisi 3 films dans un style complètement différent. Et je vais pouvoir commencer à poser un petit peu plus de style. Alors, au niveau de mon slider, je vais lui donner une hauteur légèrement plus grande, 390, pour ajouter en fait la barre qui va accueillir le titre. Et je vais changer aussi le background color. Donc background color, et on va lui donner une couleur, donc ça sera 1B, 1B, 1B. Ça va donner un noir un petit peu plus foncé. Ensuite, on a envie de placer le poster. Donc au niveau de notre système, plutôt que de faire simplement un render movie et de rendre juste une image, on va rendre une vue. Donc ici, je rends une view. Et c'est du coup cette view qui va hériter de la clé K. À l'intérieur, on va bien avoir notre image et on va aussi avoir un style particulier. Donc style égale, donc là ça sera style.slide et ça on va le renommer style.screen. Donc l'image ça sera, alors oups, les styles sont ici. Donc pour l'image ça sera screen, ça sera toujours une largeur qui est égale à la largeur de l'écran et une hauteur de 300, ça ne change pas. Au niveau du slide, donc ça sera exactement la même chose, il aura une largeur et une hauteur équivalente, sauf que la hauteur, ça sera de 390. Voilà, pour correspondre à cette hauteur-là. On pourrait créer une variable pour éviter de se répéter. Et c'est ensuite que ça devient intéressant, on va avoir une nouvelle image. Donc on fait une image, et la source, ça sera movie.poster. Et au niveau du style, on lui donne le style.poster. Je rajoute ce style à cet endroit-là. Donc le poster, ça sera en position absolue. Donc ça, c'est important. Si on met ça en position absolue, il faut que notre slide devienne en position relative, parce que c'est par rapport à cet élément-là que l'on va positionner notre poster.
Notre poster sera positionné par rapport au haut à 150 pixels. Donc là, on prend des valeurs absolues. À gauche, ça sera 25 pixels. Il aura une hauteur de 220, donc 8, 220, et une largeur de 150. Voilà. Et là, il se place correctement. Et par contre, dès qu'on anime, forcément, il a la même animation que le reste, hein, ce qui est tout à fait logique pour le moment. Donc pour donner un effet d'animation différente à ce poster, plutôt que d'utiliser simplement une image comme je l'ai fait ici, je vais utiliser une animated.image. Donc je fais animated.image. Et au niveau de son style, là pour l'instant on va faire quelque chose de relativement basique, je vais lui appliquer la même animation, donc le même système de transformation que mon slider générique. Et vous allez voir déjà ce que ça va faire. Donc par défaut ça ne fait rien. Par contre si je commence à déplacer, vous le voyez, mes posters se déplacent eux aussi à l'intérieur même du système qui se déplace. Et ça donne cet effet de parallaxe. Alors par contre cet effet n'est pas forcément tip-top parce que tous les éléments se déplacent, ce qui est bizarre. Et en fait l'animation du poster de gauche est différente de l'animation du poster qui se situe ici. Le poster qui se situe ici doit être décalé encore plus vers la droite et venir. Donc on a des animations différentes. Ces animations dépendent de la position de l'élément et de la position de la page. Donc pour éviter de nous embêter, on va se créer une méthode pour faire ça. Donc au niveau de notre système, ici je lui passe au niveau des styles le style du poster classique, plus un autre style qui sera obtenu grâce à une méthode. Et on va l'appeler vis poster translate. Et on lui passera en index l'index de l'élément. Ici ça sera k. Ensuite, j'ai plus qu'à créer cette méthode-là. Donc je fais un poster translate. Et ça prendra une propriété k. Donc d'abord, on va lui dire si l'index de l'élément, donc if k, on va plutôt l'appeler index, est égal à l'élément de la page. Donc par exemple, on est sur la page 0 et l'index c'est 0. Dans ce cas-là, il faut que l'animation de mon poster corresponde exactement à l'animation de notre élément. Donc on peut lui dire ici, je veux que tu fasses un return. Et je veux que tu retournes un objet qui aura une clé transform. Et ensuite, cette clé transform, ça sera un tableau qui contiendra un translate x. Et dans ce translate x, je veux que tu utilises l'animation vis.state.translate. Donc globalement, je suis en train de dire, seulement pour l'élément qui se situe exactement au même nombre de la page, je veux appliquer une transformation. Ce qui va permettre d'appliquer la transformation seulement à cet élément-là. Et on a une petite erreur ici. Il s'attend effectivement à obtenir un objet à cet endroit-là. Et je recharge. Donc maintenant, si je me déplace, je vois bien que ce poster se déplace différemment. Alors par contre, il se déplace peut-être un petit peu trop rapidement. Du coup, j'aimerais bien prendre cette animation-là et la diviser par deux. L'avantage des animations avec React Native, c'est qu'on va pouvoir les additionner, les combiner. Donc au niveau de Animated, alors sur la documentation, hop, si vous cherchez Animated, voilà, on a plein de méthodes statiques et on voit qu'on a des méthodes statiques add, divide, multiply. Et ça, c'est super parce que nous, c'est ce que l'on veut faire. On veut diviser une animation par une autre. Et on peut même combiner des animations. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose qui grandit, quelque chose qui diminue et il fera la somme ou la multiplication des deux. Nous, c'est un exemple plutôt simple par rapport à ça, justement, c'est qu'on veut simplement une division. Donc l'animation qu'on va lui passer ici, ce sera un animated.divide. Je lui passe en premier paramètre la première animation, qui est mon animation de translation, et je lui passe en second paramètre une nouvelle animation, qui a comme valeur de départ simplement 2. Et cette seconde animation, elle ne bouge pas, elle me sert juste à diviser mon système. Si je réouvre donc mon application, je vois que j'ai maintenant un déplacement qui est beaucoup plus faible. Si je m'amuse à diviser par 100, juste pour l'exemple, vous allez voir que l'animation est quasiment inexistante. Donc avec ça, vous pouvez jouer sur l'effet de parallaxe et donner plus ou moins de modifications. Alors je ne sais pas pourquoi il a rajouté un S. Maintenant, si l'élément se situe après la page courante, c'est-à-dire que si index plus 1, ou plutôt index égal à vis.state.page plus 1. Ça veut dire qu'on est sur l'élément qui se situe à droite. Dans ce cas-là, cet élément ne doit pas s'animer de la même façon, il doit s'animer en étant déjà décalé par la droite et revenir par la gauche. Donc là, on va devoir utiliser une addition.
Donc on est parti. Je vais appliquer la même transformation et je vois que c'est un peu chiant. Je vais devoir faire cette transforme tout le temps. Donc, je vais créer une méthode que je vais appeler transform ou translatex. Vous allez voir, c'est très très simple. Ça prendra en paramètre une animation. Et plutôt que de s'embêter à faire tout ce truc-là, voilà, ça le fera à notre place. Ça retournera simplement un objet qui contiendra notre animation à l'intérieur. Donc ici, ça sera notre animation. Maintenant, dès que je veux faire cette transition-là, j'ai simplement à lui dire, je vais faire un vis.translatex et je veux que tu utilises cette animation-là. Voilà, bon après, essayez de vous organiser un peu comme vous pouvez parce qu'au niveau des fonctions, vous allez avoir des fonctions dans les fonctions. C'est l'inconvénient avec React Native et React de manière générale. On a beaucoup de fonctions. Alors, maintenant, dans ce cas-là, je vais faire un vis.translatex. Je vais diviser mon animation comme tout à l'heure. Donc la première animation, je ne sais pas encore de quoi elle sera composée. Et la seconde, c'est un animated value. Et on divise par 2. Alors la première animation, justement, on va lui demander de déplacer l'élément vers la gauche. Donc pour cela, on fera un animated.add. On va prendre notre translation principale, donc qui est un déplacement qui se fait maintenant vers la gauche, donc vers le négatif. Et on lui demande de rajouter une nouvelle valeur qui sera une new animated value. Et ce sera une valeur fixe qui sera égale à la largeur, vis.state.width. Et là, j'ai mon système d'animation. Si j'essaie de scroller, vous le voyez, le second poster a aussi cet effet de décalage. D'ailleurs, j'ai jamais essayé. Hop, tant que j'y suis, ouais, de toute façon, au pire, ça crache. On va essayer de lui passer, non pas une animation, mais une valeur. Et ça n'a pas l'air de broncher. Donc là, allez, hop, on en profite, on va remplacer tout ça. Ouais, c'est vrai que j'avais jamais essayé. J'étais toujours parti du principe que dans la documentation, il disait faut additionner des animations. Donc j'additionne des animations, mais ça a l'air de fonctionner. Impeccable. Il nous reste une dernière animation, c'est l'animation par la gauche. Vous le devinez quasiment ce qu'il va falloir faire. On va lui dire si l'index c'est égal à vis.state.page moins 1. Dans ce cas-là, on fera un return vis.translatex animated.divide. On va diviser l'animation par 2. Et là, on va faire ça comme ça. Et on pourrait, tiens, allez, hop, let factor égale 2. Comme ça, si jamais demain on a envie de changer le facteur d'animation, on pourra le faire plus simplement. Et on pourrait même s'imaginer, si après vous voulez créer un composant qui soit facilement réexploitable, imaginons avoir une propriété facteur qui permet de gérer le parallaxe. Bon, après, à vous d'imaginer ce que vous voulez faire. Et dans ce cas-là, on fait la même chose, sauf qu'il faut soustraire la largeur. Alors, il n'y a pas de méthode subtract. Ça m'étonne, il y a un divide, alors qu'on pourrait faire ça avec un multiply, mais il n'y a pas de subtract. Donc ici, on va lui ajouter la largeur multipliée par moins 1. Voilà. Si je recharge, hop, je vois maintenant que j'ai cet effet d'animation, peu importe comment ça défile. Et ça donne un effet plutôt sympa pour votre système. Il nous reste une dernière petite chose, c'est le petit titre que l'on veut afficher. Et c'est relativement simple parce qu'on va pouvoir exploiter les mêmes méthodes. Donc je vais créer un nouveau titre. Donc ici, hop, on est parti. Animated.text. Je lui donne le style qui sera style.title. Et à l'intérieur, je vais y mettre le nom de mon film, movie.name. Je vais ensuite styliser ce titre. Donc là, hop, hop, hop. Cette méthode, on va la masquer. Cette méthode aussi. Voilà, on veut le titre. Donc au niveau du title, on va mettre une couleur blanche, histoire de le différencier. On va mettre un font size à 18. Et ce sera tout pour l'instant. Hop. Et pour que le titre se positionne correctement, on va jouer sur le top. Donc on va lui dire, on va le déplacer de 20 pixels par rapport au top. Et par rapport à la gauche, on va le déplacer de 200. Si maintenant je sais de bouger, hop, ce style n'est pas déplacé parce qu'on doit lui appliquer la même transformation que celle qui était appliquée au niveau de notre image. Donc là, plutôt que de lui passer simplement un style, on lui passe un tableau.
Et en second paramètre de ce tableau, en seconde valeur, on lui passe l'animation. Donc on lui appliquera la même animation que le poster. L'avantage, c'est qu'on peut récupérer les choses. Et là, on a notre effet de transition. Alors par contre, sur l'application originale, le titre disparaît en fait sous une sorte de masque. Donc là, pas de souci. On a simplement à créer une vue. On met le titre à l'intérieur. Et on va donner à cette vue un style particulier. Et ce style, ça sera style.titleContainer. Je crée ce style-là. Donc ça sera titleContainer. Le background color sera transparent. Ça, c'est important parce que sinon, on ne va pas avoir l'effet de masquage qui va avoir lieu. Ensuite, on met ça en position absolute. Absolute. Voilà, on met le left à 200. On met le top à 330 du coup. 300 plus les 30 pixels. On va rajouter pour que ça soit bien aligné. Donc ça, c'est plus nécessaire. Et on va mettre un right à 0. Et le truc super important, le overflow hidden. Ce qui va permettre en fait de réaliser l'effet de masquage. Si j'essaie maintenant de scroller, vous le voyez, le titre Rio passe justement sous ce système-là et donne cet effet de masquage au fur et à mesure. Donc après, vous pouvez encore une fois jouer dessus pour donner un effet plus ou moins sympa. Mais là, on a notre effet d'animation. Enfin, si vous voulez que l'image reste cliquable et que ça soit actif, vous pouvez le faire. Par exemple, on va imaginer avoir une méthode showMovie qui prend en paramètre le film et qui fera un alerte de movie.name. On pourrait imaginer avoir quelque chose d'un petit peu plus complexe. Lorsque je suis sur mon render movie, sur cette image-là, je vais lui dire lorsque tu appuies, c'est onPress, je veux que tu appelles la méthode. Donc ça sera this.showMovie et je te passerai en paramètre le film. Et ça, c'est une méthode. Donc là, ça s'utilisera comme ça. Alors, si j'actualise, hop, je clique dessus. Et il ne se passe rien. Donc si vous voulez un meilleur effet, de toute façon on est obligé de passer par là, on va enlever sur onPress, on va le conserver, mais vous entourez votre image d'un touchable. Hop là, et dans ce cas-là, il faut le définir un petit peu plus haut. Donc ici, ça sera touchable highlight. Ça donne un retour à l'utilisateur concernant le fait que cet élément est touchable, entre guillemets. Alors là, ça sera un élément de type touchable highlight. Et c'est sur cet élément-là où on mettra le onPress. Voilà. Et ensuite, on le ferme. Et à l'intérieur, on va y glisser notre petite image. Si maintenant vous faites un essai, vous voyez que mon élément réagit. Hop, il devient un petit peu opaque. Ça, c'est grâce au touchable highlight. Si je déplace, il n'y a rien qui se déclenche. Par contre, si je me contente de faire un simple clic, j'ai bien mon alerte. Donc là, j'ai mon carrousel qui est entièrement fonctionnel. Et comme vous le voyez, qui est plutôt fluide. Alors, en revanche, on remarque un petit souci. Quand je scrolle encore et encore, hop, on a le poster d'Alien ici qui arrive à cet endroit-là. Alors, je pense que c'est dû au fait que ça se reset mal. Alors que je remonte. Hop. Lorsque je définis les animations avec le système d'offset, donc c'est le poster translate, on va lui dire que dans tous les cas, hop, si jamais il ne se passe rien, je fais un return this.translatex de animated.value et je lui passe la valeur 0. Ça permettra en fait de reset l'animation. Et pour éviter qu'il râle, je fais un new animated.value. Alors si maintenant je réessaie, je scrolle une fois, deux fois, voilà, donc je reviens sur Riot, les Goonies, et j'ai plus le problème d'Alien qui revient par-dessus les Goonies, et qui fait peur. En revanche, un petit truc, si vous êtes sur iOS, alors c'est un bug que j'ai remarqué, malheureusement j'ai pas forcément trouvé de solution optimale à ce niveau-là. Au niveau de votre app.js, ce qui va se passer, c'est que votre scroll view, on le voit sur Android, quand je commence à faire le mouvement, même si je fais des déplacements de bas vers le haut, c'est bloqué. Android le bloque et c'est conforme par rapport à ce qu'on en avait dit au niveau du système de capture. Mais sur iOS, la scroll view, elle en a que faire. En fait, elle s'en fout complètement de ce que vous avez défini. Et quoi qu'il arrive, en fait, dès que vous faites des mouvements vers le haut ou le bas, elle se met à scroller. Alors j'ai fait pas mal de petites recherches sur le souci. Apparemment, c'est un bug qui est connu. Alors je sais pas si ça va être corrigé ou si c'est vraiment quelque chose qui est insoluble au niveau iOS. J'en ai absolument aucune idée. Une solution temporaire
mais qui est un peu plus difficile à appliquer, c'est au niveau de votre scroll view, vous avez une propriété scroll enabled, et l'idée ça serait de détecter quand le carrousel se met à bouger et à passer le scroll enabled à false, sans forcément redéclencher le render de cette fonction là, qui aurait pour effet de redéclencher le movies carousel. Donc ça pose pas mal de petits problèmes. En tout cas, en termes d'ergonomie, c'est pas forcément gênant parce que les gens ont l'habitude de faire des mouvements de gauche à droite. Donc, du coup, à vous de voir un petit peu si vous voulez aller un petit peu plus loin et essayer de corriger ce problème-là et rajouter un système d'événements, ou si déjà ce système tel qu'il est en place vous suffit largement. Enfin, dernière petite remarque en termes d'optimisation. C'est quelque chose qui, vous le voyez, est plutôt fluide à ce niveau-là. Il n'y a pas trop de problèmes de performance. J'ai testé même sur mon Idol 3 et c'est pas forcément un foudre de guerre et ça fonctionne de manière assez fluide. Le seul principal problème que l'on rencontre avec le système d'animation de React Native, c'est en fait le pont qu'il va faire entre le système d'animation et le natif. En fait, ce pont-là, on ne peut pas utiliser pour le moment le native driver. Donc c'est vrai que dès qu'on se déplace, le déplacement va être détecté en natif, va être envoyé à React. React va dire « Ah, il y a eu un déplacement en X » et va le renvoyer à l'événement. Donc ça fait 2 fois cette communication entre le JS et l'animation. Donc si vous avez beaucoup d'animations, ça peut impacter effectivement les performances. Du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo-là? Globalement, on a vu comment gérer les événements au niveau de React Native, notamment grâce à l'utilisation du pan responder qui va permettre de détecter des mouvements et des déplacements. Ce pan responder utilise un objet avec pas mal de propriétés qui sont toutes importantes pour bien analyser le système. Il faut bien faire attention à capturer et à bien limiter le système pour éviter que d'autres événements viennent se greffer par-dessus. Ça a été notamment le cas avec la scroll view, parce qu'on veut que lorsqu'un déplacement commence au niveau du carrousel, on puisse bloquer la scroll view pour éviter que les deux mouvements se court-circuitent l'un l'autre. On a vu comment utiliser le système d'animation et comment brancher un pan responder à un système d'animation pour relier les deux. On a vu aussi comment on pouvait utiliser le système de composition avec les méthodes add, supply et multiply et divide afin d'utiliser une animation comme base et de créer de nouvelles animations à partir de cette dernière-là. Et comme ça nous a permis de créer ce système d'effet de parallaxe. Enfin, on a vu comment utiliser le overflow et les styles pour pouvoir gérer l'affichage du titre et le masquage sous une div transparente. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné des idées avec React Native et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!